chaque jour, je suis plus dans le catch. T'abandonnes rien, vois tout en grand comme une bête qui se cache. Ou comme un fauve en cage. Bienvenue dans l'émission Pitch devant le BAT. Au cours de cette saison, nous irons dans 5 villes de France pour trouver les entrepreneurs les plus doués de leur génération. Dans cette première étape, 10 candidats se présentent devant un jury d'exception composé d'experts reconnus. Chaque candidat a 5 minutes pour les convaincre du potentiel de leur projet. C'est le challenge qu'ils doivent relever. À l'issue de leur prestation, chaque membre du jury donne une note sur 10 en se basant sur les critères suivants: l'équipe et la vision, l'exécution, la compréhension du marché, le potentiel du projet. Le meilleur projet pourra alors directement se qualifier pour une finale explosive qui aura lieu l'année prochaine à Paris. Les qualifiés de chacune de ces 5 étapes défendront alors leur projet pour gagner une bourse de financement, une visibilité à l'échelle de toute la francophonie et l'accès exclusif à l'un des clubs d'affaires les plus prestigieux de France. Mais attention, il n'y a pas que le jury qui a son mot à dire. Vous aussi, vous aurez le pouvoir de propulser votre coup de cœur en finale. Sans plus attendre, voici l'entrée en lice de notre toute première candidate, qui en plus d'avoir un super projet, a une histoire un peu particulière. Salut, je m'appelle Iman Mouawine, j'ai 37 ans. Je suis la cofondatrice d'À Portée de Main. J'ai passé un bout de mon enfance à Saint-Ouen dans le 93. J'ai grandi dans les Antilles aussi. Et l'entrepreneuriat, ça a toujours été ma passion. J'ai été très proche de mon père qui est artisan, à la retraite aujourd'hui. Je le suis aussi, salarié, et je suis aussi entrepreneur. C'est vraiment deux mondes différents et c'est très enrichissant. Mais je suis aussi salarié, mais chef de projet informatique. Donc c'est aussi un peu de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat, de fédérer une équipe, d'aller ensemble vers un objectif. C'est aussi le travail d'un chef de projet. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est une grande aventure. On apprend énormément, surtout au début. On apprend énormément sur les différentes compétences qu'on développe et sur soi-même aussi. Le syndrome de l'imposteur, par exemple, moi je l'ai découvert dans le cadre de l'entrepreneuriat. Des compétences en marketing, je les ai développées dans le cadre de l'entrepreneuriat. C'était pas mes compétences jusque-là au départ. Les deux sont très enrichissants. Quel que soit l'objectif, l'ambition, la vision, il faut, si vraiment au fond ça t'inspire, ne lâche pas. Messieurs, dames, bonjour. 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 J'espère que vous allez bien. Très bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de manger une clémentine qui avait le goût de savon et l'odeur d'essence? Ça m'est arrivé il y a 2 ans et ce jour-là, ça m'a tellement piqué l'esprit que ça m'a piqué le palais, à tel point que j'ai voulu retracer le chemin parcouru par cette clémentine de la terre à mon assiette. Je découvre le semis, la qualité de la terre, la récolte et son influence sur la qualité nutritionnelle des aliments et la distribution. La distribution, c'est quoi? C'est du stockage et du transport. Vous saviez que le transport génère plus de 40% de CO2 rien que pour les produits agroalimentaires, le domaine du transport rien qu'en France. Quand on regarde les acteurs de la distribution, nous avons les grands, les classiques, Leclerc, Carrefour, Lidl, et les nouveaux, Uber Eats, Deliveroo, Frishti. Ils ont tous en commun ce scandale lié aux employés ou collaborateurs, esclavage moderne. Donc si je synthétise aujourd'hui, rien que pour remplir nos assiettes, on exploite nos congénères et on pollue la planète. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi existe à portée de main une appli mobile pour consommer local et circuit court avec des livreurs en insertion et des véhicules zéro carbone. Concrètement, vous y retrouvez vos commerçants de proximité et producteurs, le fromager, le caviste, le restaurateur et les producteurs de la région parisienne pour le circuit court. La livraison, vous commandez sur l'app et la livraison est assurée par des personnes en insertion. Elles bénéficient d'un programme de 2 ans à l'issue duquel elles pourront retrouver un emploi stable et la livraison est faite à vélo cargo, véhicule électrique. Nous avons fait une preuve de concept à Saint-Ouen. Nous avons plus de 500 téléchargements, une dizaine de commandes par semaine depuis 4 mois. Nous avons eu la surprise de réaliser que notre proposition de valeur correspondait parfaitement aux critères RSE imposés aux entreprises. Et donc nous avons là l'honneur de compter parmi nos premiers clients le préfet de Paris qui a souhaité consommer le circuit court pour mettre en avant les produits de la région. Donc nous avons 2 activités, B2C et B2B. Nous avons pour objectif d'accélérer le développement d'À Portée de Main à plus grande échelle, au-delà de Saint-Ouen et les villes autour, pour avoir le plus d'impact possible, redynamiser l'économie locale, apporter une solution clé en main aux commerçants de proximité, la livraison, l'application pour vendre en ligne, ce qui leur permettra d'augmenter leur chiffre d'affaires de 20%, d'insérer le plus de personnes en insertion qui aujourd'hui sont en situation précaire en tant que livreurs, pour leur permettre de bénéficier d'une formation ou un emploi plus stable. Ce projet, nous sommes 3 associés. Nous portons ce projet depuis 2 ans, en parallèle de notre travail à temps plein. Pour ma part, je suis aussi chef de projet informatique et nous avons pour ambition de faire grandir À Portée de Main pour avoir le plus d'impact possible à plus grande échelle en France. Merci de m'avoir écouté. Merci. Une question, je ne sais pas si vous l'avez explicité, en tout cas je ne l'ai pas intégré. Les salariés en insertion, ce sont vos salariés ou vous travaillez avec des structures en fait? On travaille avec des missions locales, ce sont nos salariés, ils sont en CDD d'insertion. Pôle emploi aussi nous aide à sourcer ces personnes, parce qu'effectivement, leur le recrutement dépend de certains nombres de critères, chômeurs longue durée, bénéficiaires des minima sociaux, habitants des QPV.
C'est-à-dire donc vos statuts juridiques vous permettent d'accéder à des subventions pour salarier ce type Pas tout à fait. On passe que par le contrat d'insertion pour l'instant, parce que pour commencer, c'est ce qu'il y a de plus agile. Mais à terme, on a le choix d'être dans l'économie sociale et solidaire ou pas, d'assembler, de faire un combo association avec notre SAS. Aujourd'hui, l'entreprise est en format SAS. On a le choix. On a pensé aussi à l'EITI, qui est un nouveau concept, entreprise d'insertion. Mais il reste un peu entrepreneur en insertion. On est ouvert à la structuration, on y réfléchit encore. Sur la dimension d'insertion, vous êtes sur une phase de réflexion par rapport aux orientations que vous allez avoir, le statut juridique, etc. Oui. OK. Alors moi, j'ai une question. Quel est l'impact sur le coût du produit final en passant via votre application? C'est le même prix qu'en magasin. Notre modèle économique, je ne vous l'ai pas présenté. On a 3 sources de revenus. Une commission appliquée aux consommateurs, une autre commission de 15% aux vendeurs, aux commerçants ou aux producteurs, et les frais de livraison. Je dis toujours, les projets, c'est important, qu'ils soient pertinents, et c'est le cas, bravo d'ailleurs. Mais ceux qui portent les projets, pour moi, c'est un pilier fondamental. Donc on n'a pas eu l'occasion d'avoir un petit peu votre présentation. D'ailleurs, vous et vos associés, est-ce que vous êtes complémentaires? Quel profil vous avez tout simplement? Oui, on a un CTO, donc Imran, qui est associé et qui se charge de développer l'application et le site internet. C'est une entreprise familiale et mon petit frère qui est associé aussi, Nadir, qui lui s'occupe de la livraison. Au total, on est 6 fondateurs. 3 sont principalement apporteurs financiers, 2 sont acteurs au quotidien. Donc moi qui pilote, Imran qui développe, qui fait la partie IT, et Nadir qui fait les livraisons avec 2-3 autres livreurs en insertion. Mes sœurs, après on a commencé par de la love money forcément, donc j'ai mes sœurs qui sont aussi actionnaires et qui ont contribué financièrement, mon mari aussi. Donc lui aussi se charge des livraisons pour le B2B et mon petit frère pour le B2C. Les histoires de famille, ça me parle. J'ai cofondé mon entreprise avec mon frère. Bravo. Vous avez commencé en disant on règle 2 problèmes, la pollution d'un côté et l'esclavagisme de l'autre. Oui. La pollution, j'ai compris, vous servez, c'est des circuits courts, c'est électrique. Très bien. Comment vous réglez l'esclavagisme? Les livreurs sont en insertion. Donc un contrat d'insertion, c'est un dispositif qui peut aller jusqu'à 2 ans. Il y a des subventions de l'État qui permet on va dire de gagner en marge salariale là-dessus. Et en même temps, ils peuvent bénéficier d'un accompagnement professionnel, c'est ce qui permet d'investir là-dedans aussi, un accompagnateur avec les missions locales, etc. Et c'est à l'issue de ces 2 ans, ils peuvent bénéficier d'une formation. Donc ça crée de l'engagement chez eux, un rythme de travail sans cette contrainte de je dois produire un maximum pour justement avoir un salaire. Et l'idée, c'est de leur permettre de retrouver un rythme de vie durant ces 2 années, d'être accompagnés et formés. Et à l'issue de ces 2 ans, ils peuvent bénéficier d'une formation par le Pôle emploi et à portée de main leur a apporté aussi une expérience, développement de compétences. Du coup, le déploiement, ça demande de faire un travail avec tous les acteurs de l'insertion sur un territoire, mais aussi avec tous les fournisseurs potentiels. Exact. Et du coup, comment vous allez gérer cette complexité? J'ai ma petite sœur qui s'occupe de ça, qui a monté un programme d'onboarding et d'accompagnement là-dessus. Oui. C'est pour ça que l'aspect économie sociale et solidaire, avec la partie associative, ça peut être quelque chose de très intéressant parce qu'on imaginerait la bulle association qui accompagne vraiment les livreurs durant leur programme. En tout cas, super projet et bravo. Lancer, de mettre en place des choses qui ont de l'impact, c'est déjà une belle chose. Moi, j'ai 3 questions. Vous avez dit que vous étiez 3 personnes à temps plein et en parallèle, vous travaillez sur le projet. Oui. Donc, première question, est-ce que vous avez prévu d'un jour vous mettre à 100% sur le projet? Parce que je sais que l'entrepreneuriat, c'est très preneur d'énergie. Oui. Si oui, quand? Et 3e question qui est encore liée, vous avez besoin de quoi en fait pour pouvoir vous concentrer à fond sur ce projet et le déployer derrière à plus grande échelle? On a besoin de lever des fonds pour justement financer les recrutements. Effectivement, oui, on a pour ambition d'être à 100%. Je ne m'attendais pas à être frustrée à l'idée, alors que c'était vraiment un projet de passion, une aventure au départ, parce que mon petit frère a travaillé chez Uber Eats plus jeune, donc c'est comme ça qu'il a commencé à avoir de l'argent de poche et nous racontait un peu ses perspectives, ses aventures. Voilà. Et moi, ça m'a touchée beaucoup parce que, à côté de cette difficulté d'accéder aux commerçants de proximité, le click and collect n'y est pas. Enfin, tout ça, c'est possible sur l'application. On peut passer commande et aller sur place, récupérer son colis, sa commande et c'est fait. Tout le monde gagne du temps. C'est toujours compliqué de se garer dans les centres-villes. Enfin, c'est vraiment cette difficulté d'accessibilité pour le commerce de proximité. Les producteurs aussi. Hein. Oui, l'idée, c'est de nous concentrer à 100% et d'accélérer le... Et vous avez parlé de levée de fonds. Oui. Donc, vous levez combien en fait, concrètement? Aujourd'hui, on a identifié à 1,5 million 300 000 € pour la première année. Nos perspectives, c'est à l'issue de la première année, on fait 700 000 € de chiffre d'affaires. La deuxième, on a 1,2 million. Donc c'est vraiment de lisser la levée de fonds sur 3-5 ans. Ok, et sur cette levée de fonds, concrètement, comment vous souhaitez utiliser ces fonds?
fait. 10 livreurs, 10 véhicules, toute l'équipe qui va travailler sur place et de financer les locaux qu'on a identifiés à Saint-Ouen. L'application, l'idée, c'est servir d'apporteur d'affaires pour les entreprises de transport également. C'est une très bonne transition. On parle de levée de fonds. Finalement, votre actif, c'est l'application, c'est pas le concept. L'actif de votre projet, c'est l'application. Est-ce que vous avez pensé à des technologies de rupture pour accélérer ensuite le développement? On a pensé à la blockchain. Blockchain, de l'IA. De l'IA aussi, pour l'aspect logistique, l'optimisation. On l'a prévu dans la levée de fonds. Okay. Oui. Si vous deviez dire qu'est-ce qui se passe bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pas si bien que ça? Là, maintenant, ce qui se passe mal. Il y a toujours des trucs qui se passent mal. C'est difficile. C'est pas une honte, une start-up. C'est d'être sur les deux fronts, B2B, non, B2C. c'est pas une start-up. C'est d'être sur les deux fronts, B2B, B2C. On n'est pas très nombreux. On nous a conseillé d'arrêter le B2C parce que le B2B apporte plus. Okay. Et donc, on peut très bien accélérer le développement que sur le B2B. Mais l'impact en termes de fréquence de livraison, d'embauche de livreurs, le besoin de commandes et les faire travailler, ce sera l'impact est plus, on va dire, l'impact humain, plus conséquent quand on sert le B2C. Et c'est difficile d'assumer ce choix, mais j'ai fait le choix de maintenir les deux activités volontairement pour l'impact que ça apporte. Et c'est ça qui se passe pas bien? C'est difficile. Et qu'est-ce qui se passe bien maintenant? Maintenant, on est rodé, ça se passe super bien. L'application, on est en train de terminer la refonte qui embarque l'aspect logistique sans l'IA pour l'instant, mais l'aspect logistique pour la partie producteur. C'est une livraison programmée, alors que la partie commerçant de proximité, c'est vraiment du flux tendu. Donc vous aimez souffrir un peu, parce que le B2B, ça marche, c'est le point. Et ce qui vous fait souffrir, c'est le B2C, mais vous le gardez quand même. Oui, pour le côté impact à Saint-Ouen, on est bien installé, on nous attend, nos commerçants, on est en très bon contact avec eux, on aime être là pour eux, ils sont satisfaits de nous avoir et c'est tout le bonheur. Merci et bravo en tout cas. Merci. Bravo. Bravo. Merci. Alors Iman, comment ça s'est passé? Super. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce passage? Un bon ressenti. J'ai l'impression d'avoir accompli ma mission et correctement. Tu te sens comment là? Livre-nous ton émotion. Ça redescend là. Ça redescend? C'est impressionnant à passer devant un jury aussi impressionnant que celui-ci. Ah oui. Donc tu es contente d'être venue? Oui, ravie. Tu as vraiment eu le sentiment d'avoir fait ce que tu avais à faire? Ah oui, j'ai accompli ma mission. En tout cas, bravo pour elle, félicitations. Merci. Et à bientôt. Alors moi j'ai trouvé que c'était un super projet, l'intention elle est belle. Après la problématique c'est que je trouve que ça l'illustre bien quand on voit qu'elle est tiraillée entre le B2B et le B2C. Et je trouve que tout le projet il est un peu de cette façon, à savoir il y a des choix ou plutôt des non-choix, que stratégiquement il faut le muscler. Et donc du coup toutes les notes que j'ai mises, j'ai données, elles sont moyennes. Non pas que le projet est mauvais, mais je pense qu'il y a vraiment des parties à retravailler. J'ai pas bien compris le rôle dans l'équipe de chacun, des rôles décisifs sur la vision justement. Là, je suis perdu. Moi, je vois pas la vision. Le marché, oui, il y a un potentiel, mais on n'a pas d'éléments pour objectiver ce potentiel. D'ailleurs, j'ai pas véritablement compris si elle est spécialisée, parce qu'elle entre sur le sujet avec la question des fruits et légumes. Mais après, je ne sais pas si c'est une spécialité ou pas. Donc le potentiel, oui, c'est l'air du temps. Il faut revenir dans les territoires, etc., les circuits courts, etc. Mais il y a un besoin d'accompagnement. Je pense la même chose. Moi, je vois un danger, un risque pour l'entreprise parce que le fameux choix de je ne sais pas choisir entre B2B et B2C, il va être vraiment problématique. Peut pas être un choix de cœur. Moi, j'aimerais qu'on ait que des choix de cœur à faire dans l'entreprise, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, c'est là où je vois un énorme risque parce qu'on voit que le marché ne définit pas finalement la vie de l'entreprise. C'est concurrentiel. Et moi, j'aime beaucoup le projet parce que je suis aussi dans l'accompagnement professionnel. Donc, c'est important et il va falloir aller de plus en plus vers des sociétés comme ça. Mais on entend beaucoup pour l'instant, d'approximation malheureusement dans la façon de pitcher le projet ou même dans la vision. Et beaucoup de personnes en amont aussi sur le projet, ça risque d'être compliqué pour plus tard, quoi. C'est ce que je vois moi. Je vois des risques, mais j'aime beaucoup le projet. Là, j'ai juste évidemment insisté sur les risques. Moi, j'aime pas le projet. Je trouve que c'est un projet qui est hyper risqué. J'aime pas l'introduction. Quand on dit il y a la grande distribution, c'est des pollueurs et des gens qui font de l'esclavagisme. Je trouve que c'est un peu violent quand même de commencer comme ça. Il n'y a pas que des gens qui sont malveillants dans ces métiers-là. C'est quand même des gens qui nous nourrissent aussi quand même, quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu dur pour commencer. Après, moi, ce qui me paraît essentiel dans un projet comme celui-là, au-delà de son aspect social qui est noble, comme tu le dis, tu as raison, c'est qu'en fait, on est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel, qu'il y a un aspect logistique qui est extrêmement compliqué, que le last mile, on sait que c'est le truc le plus difficile, qu'il y a beaucoup d'acteurs avec des gens qui ont beaucoup de moyens et qui n'ont pas réussi à rendre la chose très rentable. On sait tous que les Getir et compagnie, ça marche pas bien. Donc, elle est sur un sujet qui est très complexe, une concurrence énormissime où il y a des milliards qui ont été posés. Et comme vous le dites, elle ne se pose pas forcément les bonnes questions pour, en tout cas, essayer d'avoir une démarche qui soit très différente des autres.
Dire je prends un vélo électrique à la place d'un camion, c'est bien, mais ça va pas très loin. Et dire je vais réinsérer des gens, mais à la fin, une fois qu'ils ont été réinsérés, ils sont esclaves ou ils sont pas esclaves? Moi, c'est ma question. Donc, je suis pas convaincu par le projet. Bah, écoute, moi, Pierre, je te rejoins sur un sujet, c'est que j'ai pas de projection sur le long terme, que c'est un projet qui va pouvoir survivre parce qu'on a besoin de volume. C'est un business de plateforme. Plus il y a de livreurs, plus il y a de commerçants et plus il y a du volume de consommateurs. Alors là, on n'a pas réglé pour moi, on n'a pas craqué le problème pour justement arriver sur le marché qui est très concurrentiel et pouvoir proposer des choses qui soient à des prix qui soient aussi compétitifs, parce que c'est quand même l'objectif. Donc après, le projet est noble et je pense que le time to market sur ces sujets-là, il est bon, mais il y a quelque chose qui n'a pas été craqué. Moi, je pense justement qu'elle a trouvé un élément intéressant pour résoudre cette problématique de livraison. Parce que les livraisons, ils se font avec des livreurs. Au fait, lui, c'est Morad Atik, alias Big Brother. Il ne vous quitte pas des yeux jusqu'au décollage de votre projet. Pourquoi ? Parce que pour lui, tout le monde a le potentiel de réussir. Et son job, c'est de le démontrer. CEO d'Evolukid, nouvellement nommé French Young African Leader, membre du board de la French Tech Grand Paris et fondateur du programme Qu'est-ce qu'il y a ? C'est plusieurs milliers de personnes qui ont passé l'étape du numérique grâce à lui. Impliqué dans énormément d'initiatives d'accompagnement et de montée en compétences de la jeunesse sur le secteur de la tech, Morad Atik, c'est le symbole d'une révolution par le bas pour avoir en France les futurs experts de la tech mondiale. Et maintenant, la suite. Et quand tu vas justement toucher ces personnes en insertion, et tu leur proposes une solution qui est précaire, mais en fait c'est transparent. Quand tu es en insertion, tu n'es pas en insertion pendant 10 ans. Tu viens en fait et tu viens prendre un tremplin, et je trouve que c'est un élément très stratégique et très clé, parce que il y a plusieurs dispositifs pour insérer les gens. Ce sont des personnes qui galèrent des fois à trouver une entreprise, donc avoir cette possibilité de rentrer dans la dynamique qu'elle impulse, je trouve que c'est top. Et le circuit court, je ne le dirai jamais assez, c'est hyper important. Donc les grandes enseignes, oui, d'accord, mais il faut traiter la problématique et je la trouve très, très courageuse. Vous avez dit pas mal de choses, donc je ne vais pas répéter. Je trouve qu'il y a de l'impact et qu'elle a quand même bien construit son pitch, son discours. Le projet, il est quand même bien réfléchi. La parenthèse, en fait que elle n'a pas peut-être répondu à toutes vos attentes. C'est que pour moi, d'arriver à un projet comme celui-ci en étant... 3 fondateurs à temps complet et travailler les soirs ou le week-end, ça ne te donne pas assez de matière, assez d'énergie en fait, pour pouvoir le développer. Et moi, c'est ça en fait. Tu veux lever 1,5 million, je ne vois pas quel fonds d'investissement ou quel business angel va donner 1,5 million à des personnes qui ont un job et qui développent en side project. Et donc peut-être que si elles étaient focus, concentrées, peut-être se mettre au chômage, il y a plein de moyens aujourd'hui en France, à mon avis, elle n'en serait pas là aujourd'hui, elle aurait un stade beaucoup plus avancé. Moi, c'est ça en fait qui m'a touché, parce qu'à la fin, c'est toujours l'équipe qui porte le projet. D'accord. Okay. Ça va faire 4, pour ma part. Moi, j'ai mis 5. Moi, j'ai mis 3. J'ai mis 6,5. J'ai mis 6,5 aussi. Moi, j'ai mis 5,5, justement pour cette raison-là principale. Il faut se concentrer sur le projet à fond si on veut le développer. Donc, le compte est bon. Morad nous a fait l'honneur de sa présence pour ce premier pitch. Mais comme pour Batman, le devoir l'appelle. Et il a dû s'envoler directement à Marseille pour continuer sa mission. Il sera donc remplacé par Mohamed pour juger nos candidats. Passons désormais à nos prochains candidats. En plus d'une complémentarité unique, l'histoire de ces entrepreneurs les a directement impactés pour construire un projet qui est dans l'air du temps. Découvrons ensemble qui se cache derrière ce qui pourrait bien faciliter la vie de millions de Français. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Souhaib Benefeki, j'ai 32 ans. Je suis le CEO de Quelle Crèche et j'habite à Saint-Denis dans le 93. Bonjour, je suis Johan Lelon, 32 ans également et j'habite à Meudon dans le 92. On s'est rencontrés il y a 18 ans maintenant et dès le début, on a eu cette alchimie, on s'est dit on va faire quelque chose, on va entreprendre, mais on va laisser mûrir ça, on va se staffer, se former. Et du coup, on a choisi de faire des études un peu complémentaires. Donc pour ma part, je suis parti plutôt sur la comptabilité, gestion et finance. Et du coup, pour ma part, c'est plutôt le commerce et le marketing. Donc c'est là qu'on a eu des idées avant de créer cette société. On en a eu pas mal. On a attendu d'être à fond dans notre maturité pour pouvoir entreprendre ensemble il y a 3 ans. Entreprendre, c'est surtout mettre sa motivation et toute l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout des choses. Je dirais au petit Johan de mettre un coup de boost et de ne pas perdre son temps, d'y aller encore plus tôt. Je suis assez d'accord avec cette réponse. Se dépasser, aller chercher ses ambitions, se fixer encore plus d'objectifs, c'est vraiment ce qui nous a motivés à entreprendre. Et c'est pas ce qu'on a pu retrouver dans le salariat. Entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. Hein. Ah oui. Bonjour. 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 Bienvenue. Merci. Ça va? Très bien. Super. Bon alors c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. On connaît tous quelqu'un
dans notre entourage qui a galéré à trouver une place en crèche pour son enfant. Comme 7 familles sur 10 en France, elles reçoivent malheureusement un refus de la crèche municipale et ces familles se tournent vers d'autres modes de garde comme les nounous, les assistantes maternelles, sans même penser à exploiter la piste des crèches privées. Et là, on s'est demandé pourquoi. Parce qu'en parallèle, il y a 30% de places disponibles chaque année dans les crèches privées. Donc là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Il y a un problème entre l'offre et la demande. Donc, il est où le problème? Finalement, on a fait un constat côté famille. Les familles, en fait, c'est le parcours du combattant. Elles perdent espoir. Après la crèche municipale, elles se disent comment je vais faire? La crèche, il n'y a pas de place. La crèche privée, c'est cher. Donc, beaucoup d'idées reçues. De deux, les crèches, elles n'ont pas les moyens de communiquer, forcément. C'est pas leur métier. Leur métier, c'est de garder des enfants, s'occuper d'une structure, de professionnels. Et c'est pas forcément de communiquer et commercialiser leur place. C'est pas leur cœur de métier. Et en troisième, on a les entreprises. Eh ouais, les entreprises peuvent financer depuis 2005 des places en crèche pour leurs collaborateurs et un crédit d'impôt à la clé en plus de ça. Et là, ce qui est le plus frustrant, c'est qu'il y a tellement d'entreprises qui ne sont pas au courant de ça. Donc nous, on a décidé justement sur ces 3 triptyques-là de inventer un service pouvant les mettre en relation donc entre les crèches, les familles et les entreprises. Pour vous expliquer un petit peu plus finalement la recette elle n'est pas magique, c'est le fruit du travail de nos équipes, sans qui tout ça ne serait pas possible. Quand je dis le fruit de notre travail, c'est avant tout un outil. On a fait appel au digital pour pouvoir mettre en place une plateforme sur laquelle les familles peuvent venir se renseigner et trouver toutes les crèches disponibles sur le secteur souhaité. Évidemment, il y aura des petites informations complémentaires sur le choix des crèches pour les aider finalement à faire le bon choix en toute connaissance de cause. Une fois qu'on a cet outil, c'est important pour nous de garder l'humain au cœur du projet. On parle d'enfants, quand on veut confier son enfant pour la garde, c'est important d'avoir de l'humain. Pour ce faire, on a recruté finalement une équipe, les Avengers de la crèche qui sont là pour aider les familles. De la prise d'information jusqu'à l'inscription en crèche de la famille, tout le parcours avec un expert dédié. Pareil côté entreprise, des experts pour sensibiliser les entreprises, puisqu'aujourd'hui c'est dans les mœurs en France, prendre soin des salariés, c'est quelque chose qu'on a intégré et on va sensibiliser ces entreprises grâce à nos équipes d'experts pour déployer cette solution. Bien évidemment, sans nos crèches partenaires, on a un réseau aujourd'hui de 4000 crèches partenaires sur toute la France. Ça va de la crèche bilingue, Montessori, éveil à l'anglais, bio, écolabellisé, il y en a pour tout le monde. Donc c'est sur ce réseau-là qu'on se repose aujourd'hui pour offrir un maximum de solutions aux familles et aux entreprises qu'on accompagne. Et comme disait Sohail, la cerise sur le gâteau finalement, c'est ce crédit d'impôt, cette défiscalisation qui permet tout simplement d'inciter les entreprises à le faire. Donc petit à petit, ça rentre dans les mœurs et on a des retours très satisfaisants. On va vous donner quelques chiffres clés pour essayer de mieux comprendre jusqu'à maintenant le travail fourni. Donc oui, on a fondé Quelle Crèche en juillet 2020. En 2022, on a réalisé un chiffre d'affaires de pas loin de 500 000 euros. On est aujourd'hui 10 salariés dans l'équipe Quelle Crèche. En 3 mots, c'est 150 entreprises accompagnées jusque-là et plus de 300 familles inscrites en crèche depuis l'arrivée de Quelle Crèche sur le marché. Pour vous donner un petit peu les retours qu'on a aujourd'hui sur les solutions qu'on propose, finalement, on a des employeurs très satisfaits puisqu'aujourd'hui, on peut se permettre de recruter des jeunes femmes sans avoir la boule au ventre quand on nous annonce une grossesse et de faire la corrélation avec une absence au travail. Nous, on œuvre pour concilier la vie personnelle et professionnelle. Avoir une belle carrière, avoir des enfants, c'est possible et il faut continuer dans ce sens-là. On est sur des retours où l'absentéisme se réduit, le turnover se réduit, la fidélisation des salariés est importante puisque c'est un enjeu important aujourd'hui de savoir garder ses équipes. C'est un sujet plus que d'actualité à en voir le discours de la semaine dernière d'Elisabeth Borne qui nous parle vraiment de cette solution de garde et d'offrir au plus grand nombre en France un mode de garde parce que c'est une réelle problématique aujourd'hui. Donc on œuvre en ce sens. Il faut garder en tête quelque chose de très important, c'est que toutes les entreprises qu'on accompagne, finalement, ce sont les familles, donc les collaborateurs qui vont en bénéficier et qui vont permettre vraiment d'avoir cette conciliation, cette tranquillité d'esprit pour aller travailler dans de bonnes conditions. Nous, on s'occupe principalement de la relève, finalement, de la France de demain. Ce que veut la France de demain, ce que veulent les jeunes enfants et les jeunes parents, c'est des places en crèche. Donc ne l'oubliez pas. La vérité sort de la bouche des enfants. Merci de nous avoir écoutés. Bravo. Merci. Première question, je voulais savoir comment est née l'idée et d'où ça vient. Est-ce que c'est une histoire personnelle ou est-ce que c'est un besoin évidemment qu'on voit, mais ouais. Voilà. Alors pas forcément pour le coup. Ce qui est anecdotique, c'est que ni Joanne ni moi n'avons des enfants aujourd'hui. Par contre, on est prêts. Alors non, moi j'ai découvert le secteur un peu par hasard, en qualité de commercial dans un grand groupe de crèches. Et j'ai beaucoup aimé ce métier parce que ça alliait un peu mes valeurs
de travailler dans le social, ça m'intéressait beaucoup. Ma maman était assistante maternelle, donc j'aime bien ce secteur de petite enfance. Et en plus, il y avait un peu ce défi d'aller voir les boîtes et de les sensibiliser, de les informer. Donc le B2B, ça me parlait. Et j'ai évolué 3 ans dans cette boîte. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire parce que la crèche Montessori en bas, que j'ai vu, personne la connaît sur Internet, personne la connaît, et il y a que les gros groupes qui ressortent. Et là, l'idée, c'était de mettre en valeur toutes ces crèches qui n'étaient pas connues pour les faire rencontrer à toutes ces familles. Moi, j'ai une question sur le marché, tout bêtement. Ouais. Il y a 4000 crèches, 30% de taux de non-occupation de ces crèches-là. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez rempli ces 30%? Alors, on a la chance d'être sur un marché en plein essor avec, comme je disais, du coup, suite au discours d'Elisabeth Borne, on le ressent, c'est qu'il y a beaucoup d'argent investi. C'est un marché qui a le vent en poupe. Et il faut savoir, comme on est dans le privé, une crèche remplie, c'est une crèche créée. Nous, nos partenaires aujourd'hui n'attendent que de remplir les crèches pour passer à la suivante, pour une plus grande couverture finalement. Donc, de manière assez logique, quand il n'y en a plus, il y en a encore. On fait le nécessaire pour que ça puisse perdurer. Après, c'est aussi intéressant d'en avoir partout en France. Il y a encore des secteurs parfois un peu laissés pour compte. Donc, il y a encore de belles choses à faire. Donc, pour faire écho, avec la question, du coup, votre ambition, elle est donc, dans un premier temps française, j'imagine. Est-ce que vous imaginez vous développer au-delà et les conditions, là, par exemple, on parle de défiscalisation, par exemple, davantage, du moins. Et comment cela s'applique ailleurs? Est-ce que vous avez étudié un peu la question? Alors, très bonne question, si je puis me permettre, parce que justement, vous avez introduit ma réponse, c'est que le crédit d'impôt, pour les entreprises, il est français. Il n'existe pas ailleurs, c'est un problème très français. Par contre, aujourd'hui, on le fait déjà. On met en relation des familles avec les crèches sans qu'elles passent par leur entreprise. Parce que c'est possible, ça aussi. C'est juste que c'est plus cher pour la famille, il y a moins de place, tout ça. Mais on le fait déjà parce que nous, on accompagne les parents de A à Z. Quand il n'y a pas l'entreprise qui suit, c'est pas grave. Donc finalement, c'est ce modèle-là. En matière de proportion, c'est comment ça se répartit? On est sur 80-20. En termes de proportion, ça dépend de familles inscrites ou sur notre chiffre d'affaires. Parce que sur nous, votre chiffre d'affaires. Voilà. C'est 80% les entreprises qui font notre chiffre d'affaires et 20% les particuliers. Parce qu'en soi, nous, on n'est pas là pour prendre des sous forcément aux particuliers. C'est surtout aux entreprises qui bénéficient du crédit d'impôt. Mais quand il y a une crèche qui vient d'ouvrir et qui a besoin de soutien, qui va peut-être pas avoir 10-15 entreprises qui va réserver des berceaux chez elle, bah elle est en attente de famille en moins pour combler les trous et faire un peu de chiffre d'affaires. D'accord. Donc voilà. Donc c'est ce modèle-là qui est exportable à l'étranger. Et juste pour rebondir, en fait, dans nos partenaires, il y en a qui ont déjà des crèches à l'étranger, aux États-Unis, en Italie, Dubaï. Donc il y a des secteurs, c'est juste que comme l'a expliqué, les modalités d'inscription vont être différentes, mais le service lui a du sens dès lors qu'il y a des enfants et qu'il y a des places en crèche. On peut, nous, et le branding, quelle crèche, il n'est pas franco-français? Si, il est très français pour le coup. Donc c'est vrai, on a eu une orientation tout de suite. Il y a un problème en France, il y a un défi énorme à relever en France. Et franchement, nous, l'idée de l'étranger, on y a déjà pensé, mais on n'y a jamais travaillé dessus, ni écrit une ligne, parce qu'en fait, le sujet, il est en France là. D'accord. Et si je comprends bien, toi, tu étais commercial avant, donc je suppose que tu dois beaucoup driver les ventes. Les ventes actuellement, est-ce que tu peux m'en dire plus sur c'est quoi le cycle de vente en fait, comment ça se passe et comment le rendre scalable pour faire en sorte que ça grossisse derrière? Ouais, alors on a une recette déjà, ça commence dans nos actions de marketing pour acquérir toutes ces demandes de famille. Bon, c'est assez facile parce que il manque 400 000 places de crèches en France, donc les familles elles vont sur Internet. Donc là, canal d'acquisition principal c'est le site Internet et ensuite on a une équipe de commerciaux qui va renseigner du coup les familles. Donc il y a un call, 2 calls. Après on a 2 manières. Il y a soit on va un peu avoir un rôle de coach et d'accompagnement de la famille pour lui donner un max d'arguments parce que des fois la famille, le salarié a peut-être il va prêcher la bonne parole en interne et a peut-être déjà ses connexions. Donc on se dit elle est directrice marketing, elle connaît comme ça le CIO, ça va peut-être mieux par son intermédiaire. Donc soit on coach ou soit la famille n'est pas forcément à l'aise et là on essaye de remonter vers les services de ressources humaines, CIO, etc. pour les convaincre. Et une fois que l'entreprise a compris le crédit d'impôt, comment on pouvait mettre ça en place, on signe un contrat et le cycle de vente il peut durer moins d'une semaine, c'est très rapide. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre modèle économique? Comment vous gagnez votre vie là-dedans? Alors c'est assez simple finalement, comme l'expliquait un peu Sway, la plupart des crèches n'ont même pas les moyens de les commercialiser, n'ont pas de commerciaux, n'ont pas la force de vente et c'est un peu hors de leur domaine de compétences parce qu'on leur demande de bien garder des enfants et pas forcément d'aller convaincre des directeurs financiers. Donc de manière générale, le système a finalement été un peu induit comme ça. Nous, on a des tarifs négociés auprès de toutes nos crèches partenaires sur lesquels on se dégage une marge
pour fonctionner et se rémunérer. Donc en quelque sorte, vous achetez des places de crèche que vous revendez. Donc vous êtes en direct. Ok. C'est comme le modèle de courtier, si vous voulez, entre guillemets, en assurance, sauf que là, c'est pas une rétrocommission que la crèche nous cède, même si c'est un modèle qu'on a testé d'ailleurs, pour vous dire, qui marche aussi très bien, mais on maîtrise mieux notre marge en achetant en avance et surtout, on arrive à avoir des super tarifs négociés. Donc, mais du coup, c'est quoi votre proposition de valeur? C'est-à-dire, c'est quoi la barrière à l'entrée? Est-ce que demain, moi, je peux lancer cette activité-là et qu'est-ce qui fera que j'arriverai pas à atteindre votre niveau ou Déjà, il y a toute une expertise derrière, parce que la réalité, c'est quand même un triptyque, donc il faut savoir parler aux crèches, il faut savoir parler aux entreprises et aux familles. C'est la première chose, toute l'écoute qui va être derrière pour viser juste, parce qu'en fait, les familles, elles ont plein d'a priori, plein de questions, mais souvent de la mésinformation. Et en éclaircissant un petit peu tout ça, donc cette notion d'expertise, elle est vraiment très importante. Mais l'expertise, vous l'aviez avant ou vous l'avez acquis pendant la création de votre entreprise? C'est moi qui l'ai acquis dans un premier temps dans ma première expérience, que j'ai transmis à Johan et à toute mon équipe. Et effectivement, ce qui nous différencie du marché, ça va être vraiment notre bienveillance et on est l'un des seuls acteurs aujourd'hui à référencer les crèches, par exemple. Parce que nos confrères vont avoir peur de se faire squeezer, alors que nous, on assume totalement. Au contraire, on a voulu apporter une expérience aux parents. Parce que le parent, aujourd'hui, il veut se balader, il veut se renseigner, il veut regarder les photos de la crèche, il veut un peu s'imaginer, alors que nos concurrents proposent un simple formulaire, par exemple, sans vraiment aller plus loin. Alors, on travaille, je vais peut-être, vous avez des questions sur nos concurrents, mais... Non, mais c'est pas que j'ai des questions, c'est que pour moi, il n'y a pas de proposition de valeur différenciante. Je veux dire, c'est vos valeurs, c'est bien, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas atteindre le niveau que vous avez aujourd'hui? En termes de chiffre d'affaires ou en termes de positionnement Il y a un concurrent qui rentre sur le marché, il fait exactement la même chose que toi. Alors le B2C, moi j'ai une première réponse à apporter. En fait, il faut savoir qu'anciennement, sur le marché, les petits nouveaux, les crèches émergentes, elles étaient tributaires et elles travaillaient avec leurs concurrents directs. Puisqu'eux avaient tous les éléments. Nous, on est arrivé avec une objectivité. Ça fait 3 ans qu'on crée des relations main dans la main avec nos partenaires. Donc si vous voulez vous lancer, il va falloir qu'on se batte, vous et moi, pour que vos relations soient meilleures que les miennes. Ils sont scellés, ces partenariats? Alors, ils ne sont pas scellés, hein, le monde évolue. Mais par contre, la façon dont on a travaillé, l'approche qu'on a effectuée sur le marché, on nous a regardé comme ça, de loin, vous venez faire comme tout le monde. Et aujourd'hui, on a des crèches partenaires qui nous appellent et qui j'ai même pas le temps de traiter ce dossier-là, qui me font des passes décisives incroyables. Donc ça, c'est le fruit de notre travail et de nos relations qu'on a bien ficelées. Je pense que c'est là où on a une petite longueur d'avance quand même. Vous n'avez pas envie de faire vos propres crèches? Si, c'est un projet, mais ça reste un métier très différent tout de même. C'est un projet parce que ça permet de compléter un peu la suite logique et rajouter une certaine valeur ajoutée sur ce que nous, on verrait, la façon dont créer une crèche. Mais c'est un métier très différent. Il y a tellement à faire là, à l'instant T. Mais grâce au coup de main que vous allez pouvoir nous donner et cette hyper croissance, on va pouvoir aller un petit peu plus vite et mettre en place des choses comme ça. Du coup, aujourd'hui, vous avez évoqué 500 cas pour l'année, c'est ça? Et 10 salariés? Et à quel moment vous êtes rentable du coup? Aujourd'hui, nos 2 premières années, on a un résultat positif. D'accord. L'idée, c'est d'accroître. On a beaucoup investi dans les moyens parce qu'on sait que la recette marche. Donc, il ne fallait pas se cantonner à un petit résultat positif, voir les choses un petit peu plus grands, aider plus de familles, aider plus d'entreprises. Donc, on a beaucoup réinvesti. La réalité, c'est que malgré ces investissements, on reste rentable et un résultat positif. Et je pense qu'il faut améliorer certaines choses comme toujours, mais le modèle aujourd'hui est duplicable et susceptible d'être agrandi. Sans problème. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Merci. Jo, Souheil, quelle crèche? On va faire leur passage sur l'émission. Donc, petite question. Ça va? Vous allez bien? Ça va, hein, la pression redescend, le stress s'estompe. Donc la pression. Voilà. Avant le passage, vous étiez dans quel état d'esprit? Il y a toujours un petit stress, il y a beaucoup de motivation et de détermination, parce que c'est un super exercice, on est là pour ça. Ça fait partie aussi... Motivés, ils le sont. Hein. Voilà, ça fait partie un petit peu des enjeux de l'entrepreneuriat. Donc c'est aussi pour ces moments-là qu'on travaille. Après, une petite pression et il faut se concentrer sur ce qu'on sait faire pour faire redescendre la pression. C'est notre métier de tous les jours. Donc, voilà, entrepreneur, c'est toujours comme ça. Et donc, maintenant, vous vous sentez comment après ce passage? Ouais, des petits moments de... Vous cherchez un peu au niveau du jury, des questions... Exactement, c'est ce qu'on appréhendait un petit peu plus, hein, ce retour d'avoir affaire à tant de spécialistes qui savent de quoi ils parlent. Donc, c'est de bon augure, on échange, on répond aux questions. Il y a eu des questions très, très pertinentes et ça donne toujours lieu à des nouvelles pistes de réflexion. Donc, c'est un bon challenge. En tout cas, on a eu des réponses percutantes de la part des spécialistes de la crèche. Et franchement, c'était un super passage. Ravi que ça vous ait plu. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Encore. Bon, je pense qu'il y a un marché, hein, on ne va pas se le cacher quand même.
Ce sujet-là est un gros sujet. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que justement, il y a un peu de personnel, mais il y a de l'analyse de marché en amont. C'est quelqu'un qui vient du domaine, donc qui sait à peu près comment ça se passe. Le potentiel est là, clairement. La vision aussi, je pense. J'ai plus d'inquiétude sur le côté répartition du business sur la France. C'est de voir s'il n'y avait pas un endroit sur lequel capitaliser et ensuite étendre. C'est vrai que j'aurais pu poser la question, je ne l'ai pas fait. Mais je pense que c'est voué à bien avancer. La seule chose, c'est peut-être trop le risque de trop insister sur les crèches et pas assez sur les entreprises, puisque les entreprises doivent être demandeuses. Et c'est elles qui doivent trouver le marché. Et, OK, il y a le crédit d'impôt, il y a des choses, mais il y a des patrons qui sont réticents sur le sujet. Il va y avoir beaucoup d'accompagnement à faire sur le sujet. Il va falloir créer la contrainte, plus que l'engouement pour les crèches. Pour moi, il faut mettre une vraie contrainte pour les entreprises. Bon, d'abord, ils ont exécuté quelque chose, donc ils ont un chiffre d'affaires, ils ont fait des trucs. Donc leur discours était tout à fait cohérent. C'était bien construit, ils exprimaient bien le problème, etc., etc. La seule chose qui, moi, me paraît à définir dans le niveau d'ambition, c'est qu'ils sont intermédiaires de choses qui ne sont pas à eux. Ni l'entreprise, ni la crèche, ni la famille. Et que donc, à un moment donné, on vit dans un monde où on enlève les intermédiaires. Et donc, on ne peut pas gagner sa vie dans un monde où on enlève les intermédiaires. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que vous allez un jour construire des crèches ? Bien sûr. Parce que là, du coup, ça devient intéressant. Donc, je pense que c'est un projet qu'ils sont en train de construire. Pour l'instant, ils profitent de la situation et réglementaire et le fait que les crèches ne savent pas très bien se vendre, finalement, pour construire leur business. Mais à mon avis, s'ils veulent mettre de l'ambition dans ce qu'ils font et s'ils veulent se protéger, tu disais, Faria, il n'y a pas de barrière à l'entrée, tu as raison, ils vont devoir inventer des crèches. C'est mon point de vue. Tout à fait. Bah, écoutez, c'est pareil, il y a une vraie traction. Voici Faria. Sous ce visage angélique se cache une experte de la vision et de la stratégie. Avec Faria, il n'y a pas de blabla. Soit ça passe, soit ça casse. Entrepreneuse et investisseuse redoutable, elle connaît parfaitement les rouages d'une boîte qui marche. Ancienne cofondatrice de Golden Bees, revendue au Figaro, elle a depuis accompagné des dizaines de porteurs de projets à réussir leur levée de fonds, mais surtout à faire passer leur business à un autre niveau. Parce qu'en effet, la force de Faria, ce n'est pas de coder ou de savoir vendre, mais la recherche perpétuelle de performance. Nos entrepreneurs ont déjà pu le constater. Son regard aiguisé ne laisse rien passer. Notre candidat a-t-il réussi à convaincre Faria ? Réponse tout de suite. On est sur un business model qui est clairement éprouvé. Donc c'est intéressant de voir cette maturité, un chiffre d'affaires, une ambition, une bonne vision. Maintenant, moi, j'étais pas convaincue sur la barrière à l'entrée, c'est-à-dire que pour moi, la pérennité, elle va dépendre de notre capacité à justement à créer une vraie barrière à l'entrée, mais sur le long terme. Alors aujourd'hui, c'est l'avantage du premier arrivant. Je suis totalement d'accord. Ils ont un raison, ils n'ont pas vraiment scellé. Mais ça peut se dépasser, donc Bien sûr. Petit red flag par rapport à ça. Et c'est vrai que repenser le modèle économique, même le business en fait finalement, au travers de l'implantation de crèches, ça peut être une piste. Il faut élargir le gâteau et être maître finalement de son gisement, quoi. Moi, ils m'ont un peu scotché en fait, parce qu'ils sont très jeunes. Ils sont pas du tout dans la problématique de faire garder des enfants. Limite, ils savent pas ce que c'est, mais j'ai compris qu'un des deux associés avait eu la chance de participer quelques années à ce type d'activité, donc ça lui a donné beaucoup de savoir-faire. L'autre élément que je note, c'est que le potentiel, il n'est pas si énorme que ça. Ce n'est pas un marché à plusieurs centaines de millions. Effectivement, il y a une attente, une demande qui n'est pas satisfaite aujourd'hui en France. Néanmoins, il va falloir, depuis leur positionnement actuel, tirer leur épingle du jeu. Ça peut faire une belle boîte, mais ça ne sera pas énorme en fait, en termes de potentiel marché en fait. Donc leur potentiel est évident, on le voit. C'est de vrais entrepreneurs, ils savent exactement comment aborder les choses, ils connaissent bien leur sujet. Mais le marché en lui-même, il n'est pas si extensible que ça. À voir en fait comment on peut évoluer là-dedans. Ils ont 10 salariés aujourd'hui, ils sont rentables, et ça, je trouve ça déjà beau. Ils sont très complémentaires, je ne sais pas si vous avez vu. Donc, il y en a un qui a transmis à l'autre, et l'autre, c'est très bien incarné, en fait, le projet. Et moi, ça, je trouve ça, en fait, hyper positif. On n'a pas forcément besoin d'avoir un potentiel de marché international pour être un bel entrepreneur. Pour moi, ils font déjà de très bons entrepreneurs, en tout cas. Je donne ma note, donc ça fait 1, 5, ça fait 3, 4 et 5. Ça fait 5. J'ai mis 7. Moi, j'ai mis 6. J'ai mis 6. 7. Moi, j'ai mis 9 et j'aurais tiré un point juste pour le potentiel du marché. Ah ouais, ok. T'es vraiment optimiste, hein. En tout cas, c'est un très très beau
projet, en tout cas porté par ces 2 personnes-là, ça prend un sens différent. Ouais, et puis ils ont la pêche, ils sont sympas, ils ont envie de faire le truc, c'est bien. Non, il y en avait pas mal. Et ils l'ont fait, quoi, comme tu dis, c'est concret, quoi. C'est pas. C'est assez innovant leur positionnement. Ouais, à suivre. Ils n'ont plus qu'à faire des enfants maintenant. Voilà, ça, ils n'ont plus qu'à faire des enfants. Parce que ça, on va avoir besoin. Ils ont dit qu'ils étaient prêts. Une politique de repeuplement. Maintenant, laissez-moi vous présenter notre dernier talent de la journée. On dit souvent que les meilleures opportunités naissent de nos problèmes du quotidien. Encore une fois, cela se vérifie. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement sur notre scène un entrepreneur qui pourrait vous éviter d'avoir pas mal de migraines. Salut, moi c'est Aymen, j'ai 27 ans, je viens de Rosny-sous-Bois et je suis le fondateur de Tomapart. J'ai décidé d'entreprendre surtout pour Tomapart lorsque j'ai acquis des biens immobiliers et que j'avais ce besoin de créer une plateforme pour m'aider dans mes investissements immobiliers. Je trouve que le salariat c'est assez, désolé du terme, mais ennuyeux, alors que l'entrepreneuriat c'est très challengeant. Là où je travaillais en tant qu'ingénieur en informatique, c'était toujours les mêmes choses, alors que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup toucher à tout. Conseil numéro 1, lire beaucoup plus de bouquins. Conseil numéro 2, avoir beaucoup plus confiance en soi. Conseil numéro 3, démarrer dès que c'est possible. Bonjour. 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 Ça va? Bien et vous? On t'écoute, vas-y. Ça marche. Bonjour à tous, je me présente Aymen Sijoumi. Je suis le fondateur de Tomapart. Tomapart, c'est une plateforme de gestion locative et de comptabilité. Avant de vous parler de la plateforme, laissez-moi vous parler un peu d'investissement immobilier. En France, on compte à peu près 2 200 000 structures juridiques concernant l'immobilier, qui comprend des SCI et des loueurs en meublé non professionnels, une certaine niche fiscale. Moi-même, j'ai investi dans l'immobilier. J'ai acquis des biens immobiliers en LMNP, en SCI. Cependant, j'ai rencontré certaines difficultés. Lorsqu'on acquiert un bien immobilier, il y a plusieurs étapes. La recherche du bien, le passage chez le notaire, les travaux, la mise en location et la gestion. Et Tomapart répond à ce besoin de gestion sur la durée. Lorsqu'on investit, lorsqu'on gère un bien immobilier, on se doit de garder les documents, les informations des locataires, l'ensemble des informations de sa propriété. On doit éditer des quittances mensuellement, on doit gérer les impayés, relancer les locataires, sauvegarder ces documents. Mais c'est pas tout. Quand on a une SCI ou un statut de loueur en meublé, en fonction du régime fiscal, on va devoir établir des comptes annuels, un bilan, un compte de résultat et une liasse fiscale à transmettre. Donc première étape, la gestion locative. Tomapart répond à ce besoin de gestion locative. Cependant, il y a une deuxième étape qui est la comptabilité. Tomapart a répondu à ce problème-là en synchronisant le compte bancaire des structures juridiques pour catégoriser les opérations. En catégorisant les opérations bancaires, le logiciel est capable de générer un journal d'écriture comptable. C'est à la base du journal d'écriture comptable qu'on peut élaborer tous les documents comptables. Compte de résultat, bilan et liasse fiscale. Cependant, je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas comptable, je suis ingénieur en informatique. Et certaines structures juridiques souhaitent attester leur compte. Ça dépend des experts comptables. Ça fait partie du code de déontologie des experts comptables. Pour répondre à ce besoin, on a fait des partenariats avec des cabinets. Comment ça se passe concrètement? On établit l'ensemble des documents, liasse fiscale, compte de résultat, et on transmet le tout à un partenaire. Ce partenaire a entre 1 semaine et 1 mois pour établir la mission qui est d'attester les comptes. Pour lui, c'est un gain de temps. Pour nous, c'est une réduction des coûts pour l'utilisateur. Ce n'est pas tout. Il y a d'autres fonctionnalités qui arrivent. Par exemple, le retour des utilisateurs était la collecte des fonds. C'est un gros problème pour les investisseurs immobiliers, le fait de collecter les loyers. Aujourd'hui, ça passe par virement, par chèque ou par espèce. On se proposera par la suite d'encaisser les loyers et de le reverser. C'est un rôle de collecteur de fonds. On a aussi ce retour de la part des partenaires qui est la transmission de la liasse fiscale auprès du centre de finances. Donc, de ce fait, on envisage de devenir partenaire des GFIP pour transmettre les liasses fiscales. Pour plein de projets, alors que la structure a été créée en février 2023. On envisage pour la fin de l'année 150 clients. On est sur nos objectifs. En juin, en fin mai, on avait pour objectif 40 entreprises clientes. On en a 38. D'ici la fin de l'année, notre objectif pourra être réalisé. Merci de m'avoir écouté. Bravo. Merci à toi. Bon, tu nous as fait une magnifique démonstration produit. Tu nous as parlé que de ton produit. On n'a pas compris vraiment le problème que tu résous. Parce que tu m'as expliqué que c'était compliqué. Bon, oui, la comptabilité, c'est compliqué. La gestion des documents, c'est compliqué. Mais tu vois, il y a plein de gens qui louent et qui sont pas en faillite et ça va, ils sont pas en prison non plus. Donc le truc, il marche. Donc qu'est-ce qui fait que dans la gestion locative du moment, il y a un truc qui marche pas que tu résous? Je l'ai pas compris. Parce que tu m'as expliqué ce que fait ton produit et finalement, ton produit, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est quelle est ta vision du marché? Qu'est-ce que tu as compris qui marchait pas, sur lequel tu t'es mis, sur lequel tu as une expertise peut-être particulière? Et donc cette partie-là, si tu veux, tu as un peu évacué plein de choses. Tu m'as pas parlé de ton équipe.
D'accord. Tu vois, par exemple, les gens qui constituent une entreprise, c'est quand même, tu vois, c'est la fondation de tout ça. Tu m'as pas dit si tu étais tout seul, s'il y avait des gens avec toi, comment tu faisais. Donc, tu m'as expliqué ton produit. Si tu veux m'expliquer ton produit, fais-moi une démo. C'est plus, tu vois, c'est plus joli. D'accord. Donc, c'est mon premier commentaire, c'est ça. Tu as été beaucoup trop dans le produit et pas assez dans l'explication de pourquoi tu as fait cette boîte, avec qui, comment ça marche, etc. Et quelle est ton ambition. D'ailleurs, je vais te poser cette question pour commencer. Quelle est ta vision ? De continuer à se développer. Moi, en tant qu'investisseur immobilier, pour répondre à votre question, j'ai eu ces problématiques-là de gérer 10 locataires mensuellement. Donc, ce problème de gérer ça sur plusieurs structures, le projet répond à ce besoin-là. D'étudier les quittances automatiquement. Pareil, si on a un locataire, 2 locataires, à la limite, ça passe. Mais quand on a une dizaine, une quinzaine, ça devient plus compliqué. Le fait aussi de relancer les impayés. T'en es sûr de ça, que c'est compliqué? Comment? T'en es sûr de ça? J'en suis sûr. T'as des chiffres pour me le prouver. Tu peux me dire, il y a tant de gens qui disent que c'est hyper compliqué, on a perdu tant de pognon, il y a ça qui s'est passé, t'en es sûr? Parce que ce que tu penses, toi, c'est peut-être pas ce que pense le marché. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que pense le marché. Tu as une expérience personnelle. Est-ce que tu peux prendre cette expérience personnelle et dire c'est la même pour tous les gens dans mon cas? C'est la même des premiers clients qu'on a. Donc, c'est exact, ils rentrent exactement dans le même schéma que moi. C'est des personnes qui ont commencé à... Donc, si j'appelle un de tes clients, je lui dis, OK, qu'est-ce qu'ils font pour toi, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils me disent? En un mot. Ils vous diront, pardon, que ça simplifie la gestion. Ils vous diront que ça génère automatiquement les quittances. Ils vous diront que ça fera le bilan automatiquement. Ça, c'est le produit. Ça, c'est le produit. Et comment ça change leur vie? Un gain de temps. Ça leur permet d'investir par la suite sans se focaliser sur ces parties administratives. Ok, j'arrête là. Mais mon conseil, c'est creuse ce truc-là. Okay. C'est vachement important que tu te mettes à leur place et te dire en quoi ça change ma vie. Tu vois, le fait de faire une quittance, bon, mais ça fait une quittance, ça change pas ma vie. Mais le fait que je l'ai fait avec toi, peut-être que ça change ma vie. Ça, je l'ai pas compris. On creuse bien cet aspect-là. Mais du coup, moi, je suis curieux de savoir comment il a eu ses premiers 38 clients. Parce qu'il y a bien eu des personnes que tu as réussi à convaincre. Oui. Donc, il y a un produit qui répond à, on va dire, à un certain besoin. Comment tu as fait pour convaincre ces 38 personnes? Au début, c'était un cercle d'amis. Donc, pareil, quand on est investisseur, finalement, on se connaît un peu tous. Donc, un cercle d'amis. Puis, l'information s'est propagée. Donc, c'est les premiers 20-25 clients. Par la suite, on a fait finalement de la publicité sur les réseaux sociaux. On est sur les réseaux sociaux, on fait des campagnes ads. Et là, on a attiré d'autres clients qui ont ces mêmes problématiques. Ok. Et quand tu dis que tu as fait des campagnes ads, tu présentais en fait le schéma, le produit de cette manière-là, oui, comme tu nous le présentes comme ici. je vous l'ai présenté. Ok. Et tu as réussi à convaincre? Oui. Et c'était quoi le coût d'acquisition pour convaincre justement Aujourd'hui, le coût il est élevé parce que on fait beaucoup on a un budget pub qui n'est pas vraiment amorti par rapport au retour client. On est une solution SaaS, une plateforme en ligne. On sait très bien qu'on va devoir investir avant d'avoir les premiers retours. Là tu as évoqué tout à l'heure beaucoup d'options et tu es encore en train d'en développer. J'imagine là, finalement, tu es en conquête de marché et tes retours font que tu imagines des nouvelles solutions. Mais du coup, c'est quoi le modèle de rémunération en fonction de... C'est un abonnement mensuel qui est facturé par entreprise. Un abonnement de 20 € TTC. On base nos tarifs sont TTC, on parle au LMNT, au SCI généralement, qui ne sont pas assujettis à la TVA. Donc, on est sur un abonnement mensuel. Après, on a un partenariat avec les cabinets d'experts comptables où on est apporteur d'affaires. Et ça se fait qu'une fois par an à la clôture des comptes. Donc, les différentes options, elles sont toutes intégrées dans les 20 €. On a décidé d'avoir un tarif fixe. Unique, ok, d'accord. Un tarif unique englobant toutes ces fonctionnalités-là. Ok. Et comment t'es arrivé à 20 €? C'était le coût de revient par rapport aux utilisateurs. On a certaines charges, par exemple, on a le coût de la connexion bancaire, etc. Le coût du développement. En fonction de là, on est allé sur ce montant-là, qui est 19,90 € par mois. Et c'est quoi le potentiel du marché? Je crois que tu as donné un chiffre, mais là, j'ai l'impression qu'on est sur de la micro-niche quand même, des personnes qui investissent dans plusieurs biens immobiliers. Est-ce qu'une personne qui investit que dans un bien, ça fait du sens ou pas? Ou là, tu vises vraiment des catégories très spécifiques? Est-ce que ça limite pas ton marché? Finalement, non. Il y a un gros marché. Donc, les investisseurs immobiliers, il y en a beaucoup en France. Mais ceux qui ont qu'un seul bien, finalement, le coût global du revient est moins élevé qu'une agence immobilière, par exemple, ou qu'un coût de bilan chez un expert comptable. Le package compris entre l'abonnement mensuel plus la prestation d'expertise comptable à la fin de l'année, elle revient moins cher que si on prenait un expert comptable à part. Donc cette micro-niche-là, finalement, elle est toujours intéressée par notre produit. Même s'ils n'utilisent qu'une seule des fonctionnalités, qui est par exemple la certification du bilan, ça sera toujours moins élevé qu'ailleurs. Et finalement, ça les attire et ça les intéresse. Et pour revenir sur la partie équipe, effectivement, tu nous en as pas beaucoup parlé. Toi, tu es ingé, c'est ça? Exactement. Tu es accompagné avec qui? Je suis le seul fondateur aujourd'hui. J'ai une équipe de 6 personnes qui travaillent avec moi, des designers, des développeurs, des chargés de com, pour pouvoir développer le produit.
et surtout le commercialiser. Quand tu dis 6 personnes, c'est des salariés ou non, c'est plutôt des externes? C'est que des membres internes, salariés, stagiaires et alternants. Qui est ton plus gros concurrent? Alors, il y a 2 gros concurrents face à moi. Il y a Je déclare mon meublé et il y a Déclat.fr. Eux, ils font que du déclaratif. Ils sont affiliés à la... Déclat.fr, par exemple, est affilié au centre des impôts et transmettent les liasses fiscales. Ils font pas de la comptabilité. Je déclare mon meublé, finalement, c'est un expert comptable qui a développé sa plateforme. Mais il n'y a pas cette fusion de gestion et de comptabilité. Eux, ils répondent à un seul besoin spécifique. Nous, on allie les deux pour faciliter la vie des investisseurs immobiliers. Et il est étonnant que parce que tout à l'heure, effectivement, quand tu as évoqué le process, je me suis posé la question pourquoi les comptables, eux, n'étaient pas sur le marché. Développer ce type d'applicatif, ça a un coût. Le fait d'avoir toutes ces fonctionnalités, ça a un coût. Le fait d'avoir les connexions bancaires, ça a un coût. Tout ça, je ne pense pas que ce soit le cœur de métier d'un comptable. Bien sûr, mais leur cœur de métier, il est siphonné aujourd'hui par la digitalisation. Oui, il y en a notamment, je connais Time, qui est une plateforme qui permet aux experts comptables de faciliter leur comptabilité. Mais encore une fois, on n'est pas sur les sociétés commerciales, SAS, etc. On n'est que sur des SCI et les MNP. On a quand même certaines structures qui sont réduites par rapport au marché et dont le coût de revient de comptabilité est très élevé, finalement. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir en ce moment? Cette semaine, ce qui m'empêchait de dormir, c'est les documents qu'on doit transmettre à l'ACPR pour devenir collecteur de fonds. Le dossier qu'on a transmis à la DGFiP pour devenir partenaire d'échange de données informatisées. Donc, tu es sujet à des réglementations, en fait. Exactement. Et la chance que tu aies ces accréditations, c'est élevé, c'est pas élevé, c'est quoi? Concernant l'accréditation bancaire, on a eu un premier échange avec des personnes au sein de la Banque de France qui nous ont dit que notre dossier pourrait plus ou moins être accepté en fonction de la présentation, en fonction de nos assurances également. Ensuite, pour la partie DGFiP, cette fois-ci, là, c'est un peu plus technique finalement, mais il y a toujours une grande chance finalement parce que moi-même je suis ingénieur et la DGFiP regarde aussi l'aspect technique ou le responsable technique dans l'entreprise. Moi j'aime bien cette citation de Mike Tyson qui dit tout le monde a un plan jusqu'à se prendre le premier coup de poing dans la figure. Ça a été quoi le premier coup de poing que tu as pris, si tu en as pris un d'ailleurs, tu vois? Le premier coup de poing, c'est au début, j'avais pas prévu la partie comptabilité. Donc le produit entre guillemets, il était comme les concurrents, il était plus cher que les concurrents. Donc c'était le premier coup de poing et donc j'ai pu rebondir. Donc j'ai esquivé et j'ai contre-attaqué et j'ai ajouté la partie comptable au projet et démarché des cabinets partenaires. Et si toi tu l'as vu, pourquoi les autres ils l'ont pas vu ça? Peut-être qu'ils l'ont vu, mais peut-être que c'est technique et ça coûte cher. Le fait d'allier les deux, ça reste quand même une infrastructure assez compliquée. Moi-même, je suis ingénieur en informatique, j'ai pas réussi à mettre en place ce produit-là en 6 mois ou en 2 mois. J'ai mis environ 1 an et demi à le préparer. Donc la structure juridique est créée depuis février, mais le projet est mature et a été créé depuis un bon moment. Donc l'alliage de tous ces éléments, ça peut être quelque chose de très technique et très coûteux pour une société lambda qui souhaite se lancer. Moi-même, je suis investisseur, j'ai ce besoin et je retranscris les besoins dans la plateforme. Donc le projet a été développé pendant 1 an et demi et il a été testé auprès de premiers utilisateurs cette année, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, bah écoute, bravo à toi. Il ne nous reste plus qu'à te remercier pour ta performance. Merci. Et te souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Comment ça va? Ça va. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux me dire là maintenant? J'ai apprécié le retour, notamment sur le fait de beaucoup plus exposer la valeur du produit plutôt que la technicité du produit. Donc c'est quelque chose que je vais mettre beaucoup en avant, cette partie-là. J'apprécie aussi les retours qui sont plutôt positifs sur les fonctionnalités. Donc je comprends bien maintenant que la présentation est beaucoup plus à travailler. Le fond est là, la forme n'est pas encore complètement aboutie. Et c'est ce que je vais travailler par la suite. C'est intéressant, et puis ça amène aussi peut-être à des nouvelles pistes de réflexion aussi peut-être sur la solution et peut-être d'autres choses. Exactement. Bon, en tout cas, c'était super. En tout cas, bravo, félicitations. Et n'oubliez pas, force à vous et force à toi. Merci beaucoup. Et merci encore. À bientôt. Alors, bon, je trouvais qu'il était articulé. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre le projet parce qu'il a pris un angle produit qui a en fait détruit la présentation, puisque je suis pas expert en gestion locative, j'ai pas envie de le devenir, très honnêtement. Et donc, je sais pas comment ça marche, la comptabilité, les SCI et tout ça. Donc j'ai eu du mal à comprendre si c'était vraiment un vrai problème. Comme l'a dit Faria en disant est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de trucs à louer? Il y en a peut-être pas beaucoup, donc c'est peut-être un micro-marché. Donc j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le sujet. Il y a un biais produit qui est très dangereux, qui est en fait qui croit qu'il gère un problème qui n'existe pas. Je sais pas s'il existe, j'ai pas d'avis, hein. Mais peut-être qu'il n'existe pas, peut-être que ça existe pour lui et pas pour les autres. Donc c'est un vrai danger d'avoir passé 1 an et demi à développer quelque chose qui semble-t-il est compliqué, sans avoir eu
la certitude que le marché est derrière tout ça. Donc j'ai un vrai problème sur ça. Il n'a pas présenté l'équipe, il nous a pas dit combien il voulait lever d'argent, il n'a pas présenté plein de choses. Donc je suis un peu sur ma faim. Il m'a présenté un truc que je voulais pas entendre en fait. Donc j'ai beaucoup de mal à avoir une opinion. Et c'est pour ça que ma note est assez faible, j'ai mis 4. Alors effectivement, ça m'a pas vendu du rêve. C'est vrai, quand on n'est pas dans le sujet, on s'attend à un effet waouh. Mais il est effectivement très technique dans sa façon de parler. Ouais. Même, voilà, il parle beaucoup de coûts, beaucoup de produits, beaucoup de technicité, de réglementation. Donc c'est quelqu'un de très technique et c'est très bien. Et je pense important pour lui d'avoir quelqu'un qui a une vision un peu plus déconnectée de la technique. Quelqu'un qui a une vision, qui voit large, etc. C'est extrêmement important. Je pense qu'il faut qu'il soit accompagné. Est-ce qu'il y a un marché? J'en sais rien. Effectivement, c'est un peu le vide pour moi parce que là, il a fait de l'acquisition avec son réseau, des gens comme lui. Donc c'est un peu dangereux effectivement. Et après c'est de l'acquisition via des réseaux sociaux, etc. La pub, je crois. C'est quoi les next steps? Comment tu vas chercher tes clients? Comment tu vas élargir vraiment ta segmentation? Je suis restée un petit peu sur ma faim, mais j'ai pas été très dure, je crois, dans la notation. J'ai mis 5,5 parce qu'il y a quand même une exécution technique qui est assez belle et impressionnante, je trouve. Techniquement, comme vous le dites bien, on voit qu'il y a une maîtrise du sujet, mais on a du mal à l'intégrer, à sortir de sa vision à lui, quoi. Et du coup, on n'a pas de vision ou d'approche stratégique, il m'a semblé. Et du coup, c'est pour la raison pour laquelle j'ai mis 4. Je vois un danger aussi, c'est pour ça que j'ai demandé la durée pendant laquelle il a développé versus la durée pendant laquelle il a testé. Parce que c'est le risque qu'on voit souvent, les ingénieurs qui développent tout seuls des produits sans avoir testé le marché. Ils sont focus produit, c'est ce que tu as senti, de toute façon, c'est ce que tu as dit. Alors, je connais un peu plus le sujet et c'est vrai que là, c'est hyper niché parce que c'est au-dessus d'un bien immobilier, mais en dessous d'un certain nombre parce que les gens qui ont beaucoup de biens immobiliers vont de toute façon passer par des grosses structures pour avoir des liens de confiance, etc. Donc, ça peut être niché, donc ça peut être quand même une opportunité puisque c'est quelque chose qui se développe énormément vu qu'ils sont tous amenés à développer des projets immobiliers, hein, c'est la grande mode. Sauf que ce danger-là, technique en plus, on ne parle pas de cybersécurité, on ne parle pas de données informatiques, mais quand on a les données bancaires, il va y avoir un énorme sujet dessous. Je pense qu'il y a du risque aussi, et j'ai mis 5. Il a l'air d'avoir cerné qu'il y a une partie des investisseurs immobiliers qui n'aiment pas du tout s'intéresser à tout ce qui est paperasse, etc. Et il se dit, là, il y a quelque chose à faire. Donc, de ce point de vue-là, la maturité de son projet, elle est avérée puisqu'il a des clients, mais en même temps, il n'en a pas assez pour dire est-ce qu'il y a un réel potentiel derrière. Donc, nous, je pense qu'on a tous ce sentiment d'entre-deux. Et puis, quand tu l'as poussé un peu, tu l'as bousculé, bah, finalement, il avait des réponses. Il avait des réponses quand même. Tu vois, il a tenu sur ses jambes et il a dit, bah voilà... moi, mes problématiques actuelles, en plus, c'est pas n'importe quoi. Il a déposé des dossiers à la DGFiP. Il est en train de se structurer parce que lui, il a le sentiment qu'il y a un besoin, un marché, etc. Mais le sentiment. Voilà. C'est ça. Mais c'est pour ça que j'utilise ce mot parce que pour l'instant, c'est qu'un sentiment et tu as bien fait de lui dire, mais alors, est-ce que tu es sûr que tous les autres... Donc, on est un peu entre deux. Non, moi, la question que j'aurais voulu lui poser après coup, elle est plus liée à son logiciel, pour le coup, là, son produit, en quelque sorte, puisqu'il est développé par quelqu'un d'autre. Il y a souvent cette notion de propriété intellectuelle. À qui appartient le logiciel? Est-ce qu'il est à lui? Donc finalement, il est dans une maturité où il a un logiciel qui est développé, mais est-ce qu'il y a vraiment... est-ce que c'est ça la valeur ajoutée de son outil? Et donc, du coup, il faut mieux qu'il le protège et qu'il fasse attention à ce que... ce soit cet outil-là qui soit mis en avant. Et en tous les cas, et si il a quelque chose à démontrer, je pense que c'est pousser son étude de marché pour dire le potentiel, c'est celui-là. Alors, c'est quoi ta note? Ma note, c'est 5. Je vais commencer par la note. En fait, j'ai mis 5 parce que pour moi, il a la moitié d'un projet d'entrepreneur, qui est d'avoir développé un produit. Donc pour moi, là, il est à la moitié et il lui manque une autre moitié. C'est le why, c'est la vision, c'est le commerce, c'est le business, c'est de toucher la zone du cerveau, partie limbique, là où il y a des émotions. Parce que je pense que lorsqu'on achète des biens, on met beaucoup d'émotions en fait. Cet argent-là ne sort pas de nulle part. On a parfois sué pour l'avoir. Et donc, pour moi, il manque de l'émotion, il manque l'aspect business. Et c'est pour ça que, voilà, 5, ça veut dire il y a la moitié du projet. Maintenant, il faut aller chercher l'autre moitié. Totalement en phase. Super. Pareil. C'est bon, ben merci. Pour clôturer notre premier épisode, voici le classement de nos pitchers proposés par IRS 360. Et pour découvrir la suite, nous vous donnons rendez-vous dans le prochain épisode de Pitch devant le BAT.
Yeah, yeah. Je suis comme un nez quand mon but se cache. Je m'empare des yeux de Mona Lisa, clairvoyance abyssale. Je répands ma flamme dans le paysage. Manque d'ambition, je n'ai pas vécu ça, oublie ça. Feu sous contrôle, pas de lapsus. Je confonds ta folie, ma sagesse. Celle des grandeurs, pas de passé. Soit t'as du cran, soit des excuses. Pitch vend le bat, toujours plus de témoins. Je parle pas de tes paparazzi. Je suis focus pour la radio. J'accélère pour le trône et j'ai déjà l'impression d'être assis. Il s'agit d'être en place, explique-moi pourquoi tu ne fais que passer. Pitch vend le bat. Je mène la danse, mais je lutte chaque jour, je suis plus dans le catch. N'abandonne rien, vois tout en grand comme une bête qui se cache. Ou comme un fauve en cache, travers le top et ça vient d'en bas. Devant le hall, sous le ciel, prépare le pitch, vend le bat. Je mène la danse, mais je lutte chaque jour, je suis plus dans le catch. N'abandonne rien, vois tout en grand comme une bête qui se cache. Ou comme un fauve en cache, travers le top et ça vient d'en bas. Qu'importe la place, on graille le game. Vigilance et de mise dans ce monde virulent. Car pour avoir la paix, je dois me faire violence. Je fais le taf gratuitement, ce n'était pas le plan. Et toutes mes cordes vocales exigent remboursement. Tu pars, je me dépense sans compter. Pas de crainte, je ne vais pas m'encombrer.